Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast du cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode spécial interview, nous allons faire la connaissance de l'auteur Julien Destré, qui a autopublié à ce jour les 2 premiers tomes de sa série Le Mystère Crimor. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma chronique du tome 1 sur l'épisode 11. Et le 3e tome est prévu en janvier 2025. Au niveau de la liste des tomes de la série, notez-les bien. Le tome 1 s'appelle Initiation, le tome 2 s'appelle Virage, et le tome 3 s'appellera Racine et il est à venir sur l'année 2025. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet mystère-crimor.com où l'auteur nous a concocté de nombreuses énigmes à résoudre, mais tout d'abord, faisons sa connaissance. Bonsoir Julien et bienvenue sur ce podcast. Bonsoir. Alors, comment ça va ? Super bien. J'ai hâte de discuter sur ce sujet. Alors, si on commençait par avoir une petite présentation de toi et de ton parcours. Alors, qui je suis ? Donc, moi, je suis originaire de Picardie, d'un petit village en pleine campagne au milieu des champs de blé. J'ai grandi dans les histoires fantastiques. J'ai beaucoup voyagé en Bretagne, qui m'ont inspiré quand j'ai grandi. Et on en reparlera après de mon envie d'écriture, mais elle a commencé très jeune. Donc, l'écriture fait partie un peu de ma présentation finalement, parce que j'ai commencé à l'âge de 11 ans. Et moi, j'ai un parcours complètement à part qui est d'un milieu très scientifique, ingénieur, agronome. Effectivement. Donc, autour des plantes, pas du tout littéraire. Et ce côté scientifique, on le ressent quand on lit mes livres. C'est quelque chose que j'aime bien, qui permet de structurer mes histoires. Donc voilà. Donc l'écriture est une deuxième ma passion plutôt côté littéraire. Voilà, qui me nourrit tous les jours. Voilà, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, qui aime découvrir de nouvelles choses, qui adore la nourriture, qui aime cuisiner, qui aime s'entourer de ses proches pour passer de super moments. Voilà, je suis quelqu'un de très enthousiaste dans la vie, voilà, très joyeux et je pense que ça se voit quand on me rencontre sur les salons. Tout à fait. Je confirme que tu nous avais fait une très jolie petite présentation à mes fils et moi et tu m'avais même promis que mon fils aurait envie de lire le livre et il t'avait dit « Mais oui, l'histoire me tente vraiment » alors que mon fils, la lecture, c'est pas trop son truc. Alors pour l'instant, il s'y est pas encore penché, mais t'inquiète. Je vais le lui vendre parce que maintenant que je l'ai lu et que je sais de quoi ça parle, je vais pouvoir lui vendre un petit peu plus l'histoire et je croise vraiment les doigts pour que ce que tu lui as raconté et ce que moi je vais lui dire en plus lui donnera encore plus envie de découvrir ton livre. Super. Et donc du coup, tu nous parlais que de l'écriture, comme quoi tu écris depuis que tu as à peu près 11 ans, c'est ça ? 11 ans ? C'est ça. Oui, exactement. Je me souviens, c'était l'âge, autour des même 10-11 ans. Je me souviens des petits cahiers de brouillon où derrière on avait les tables de multiplication. Oui, tout à fait. Et je l'ai complété au fur et à mesure. En fait, ça a été déclenché quand j'ai commencé à lire aussi Harry Potter. Je lisais pas avant, je faisais rien. Enfin, l'écriture, la lecture, c'était rien. J'étais quand même bon élève. J'ai toujours été bon élève. Et ça m'a peut-être déclenché, peut-être de créer un univers dans ma tête. Et j'ai commencé à prendre ces cahiers de brouillon, d'en écrire 1, 2, 3, 30, 40. Wow. Donc ça s'est accumulé en tas. Et ils sont encore chez mes parents dans le grenier, dans un carton. Première et mes personnages qui sont aujourd'hui dans mes livres sont nés comme ça. Et c'était beaucoup plus jeune. C'était une histoire beaucoup plus pour les jeunes. Oui, 8-6 ans, c'est normal. J'ai commencé à écrire toute cette trame d'imaginer des menhirs qui apparaissent dans un village, une île, etc. On en reparlera aussi de l'histoire. Et c'est resté. C'est resté. J'ai juste, au fur et à mesure des années, modernisé, rendu adulte. Les personnages qui avaient 8-9 ans ont maintenant 16, 18. Voilà, ça
il y a des adultes qui jouent, donc j'ai beaucoup modernisé, je l'ai fait évoluer jusqu'à l'âge de, je pense, 18 ans, juste après le bac, je les ai fait évoluer et j'ai fait une grosse pause pour mes études et j'ai laissé reposer très longtemps cette histoire qui pourtant m'avait marqué quand même de nombreuses années et j'ai repris en 2020, on sait pourquoi, hein, le Covid, le confinement, je pense que ça a déclenché beaucoup de choses chez les gens et je l'ai ressorti du tiroir et je me suis dit, mais Julien, en fait, t'as passé tellement de temps, 20 ans, hein, bah oui, depuis que à penser cette histoire, la refaire mûrir, etc. C'est le moment. Et voilà, et j'ai ressorti le tiroir, je l'ai relu, et je me suis dit, en fait, il y a un moment, il faut que je la sorte. Que je la sorte déjà pour moi, pour la fierté de me dire j'ai réussi quelque chose, mais également de le faire sortir auprès de mes amis. Je n'avais jamais parlé à personne que j'écrivais. Mes parents le savaient. Du coup, où j'ai dû en parler à quelques personnes, mais c'était juste en une plaisanterie. Ah, ouais, ok, bon, j'écris un truc, mais bon, bref. Et voilà, et j'ai ressorti et je me suis lancé là-dedans, quoi. Sachant que je savais pertinemment depuis le début que ça allait être une saga de 5 tomes. Donc, je me lançais pas dans un petit truc. Effectivement. Voilà. Et c'est une histoire que tu mûris, du coup, depuis que tu as 11 ans. C'est la même histoire qui t'a travaillé depuis que tu as commencé à écrire. Et je pense que ça se voit quand on lit et quand on lit les autres tomes d'après, c'est que j'ai eu le temps, du coup, pendant ces 20 ans, d'imaginer l'univers et de le détailler, tout ce que je pouvais faire avec des objets, réfléchir à tous les moindres petits détails et surtout à mûrir mes 5 tomes. Parce que mes 5 tomes sont préécrits, en fait, toute l'histoire. Finalement, aujourd'hui, je joue sur cette trame principale à aussi me sortir un peu de ce que j'ai prévu de temps en temps, etc., tout en gardant cette histoire qui a 20 ans. Et ce qui fait que ça me permet d'avoir vraiment une histoire où je peux rebondir, mener où je veux mes lecteurs, tellement que je sais où je veux les amener au fil des tomes. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai mis 20 ans un beau world building. Et du coup, comment ça t'est venu à 11 ans, ton inspiration? Alors, tu parlais de la Bretagne, des menhirs, mais comment tout ça a fait son chemin dans ta tête pour pouvoir aboutir à cette histoire? En fait, j'écrivais, je pense, alors déjà l'univers fantastique. Hein. Au début, mon histoire était vraiment fantastique parce que c'était lié à mes lectures du moment, à la quête des Willan, Harry Potter, Eragon, un peu les lectures des jeunes qu'il y avait à cette année-là, même si aujourd'hui on lit toujours ces livres-là, ça a mûri. Je me suis inspiré de beaucoup de mes visites en Bretagne, des légendes partout qu'on peut retrouver. Et en fait, en grandissant, je me suis commencé à m'intéresser à un autre auteur qui est Maurice Leblanc, qui a écrit Arsène Lupin. Oui. C'est ma deuxième inspiration derrière, parce que j'adore cette histoire, j'adore la structure de ces romans qui peuvent être à la fois complètement loufoques tout en étant hyper bien pensés, et ce cadre d'enquête un peu policière, à la fois d'aventure. Et en fait, ces deux genres qui étaient fantastiques, et du policier, et Agatha Christie aussi, qui a été une de mes inspirations. En fait, je me suis dit, mais pourquoi pas mélanger les deux? Et en fait, ce côté policier s'est rajouté au fur et à mesure, sans m'en rendre compte d'ailleurs. Et au fur et à mesure des années, je me suis dit, attends, je vais essayer de mêler les deux, parce qu'en fait, j'ai envie de faire découvrir aux lecteurs deux genres qui s'accrochent sur l'un qu'ils ont l'habitude de lire et qui découvrent l'autre un peu différemment dans une histoire, qui peut les emmener sur des choses qu'ils n'ont pas lues. Et voilà, et ça s'est construit comme ça au fur et à mesure. D'accord. Et du coup, quand tu as réussi à réunir tous ces petits éléments, comment t'en as construit l'histoire? Si tu pouvais nous raconter cette histoire justement pour qu'on puisse la découvrir un peu. Alors déjà, avant de construire l'histoire, après je pourrais parler vraiment de l'histoire au cœur, mais ce qui est intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre comment on construit la trame et on articule tout. Parce qu'en fait, sur mon ordinateur, alors ces cahiers de brouillon, je les ai tous retranscrits sur des Word. Ça m'a pris des années. Et ensuite, j'ai surtout construit les 350 fiches personnages, parce qu'il y en a des personnages. Okay. Les lieux, tout détaillé. J'ai des 600-700 pages de détails de cette île, de tout ce que je peux avoir. La trame est ultra détaillée sur des tableurs avec chaque jour, année croisée avec l'âge des personnages pour que y ait aucune anomalie, qu'il n'y ait pas un personnage qui avait 30 ans et qui en fait pourquoi se retrouve-t-il 50 ans avant, et
Et du coup, ça a pris un temps fou parce qu'en fait, ça m'a pris du temps, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça me fait gagner de temps d'aller chercher et de croiser les choses. Donc, j'ai tous mes petits événements qui se passent, qui sont tous détaillés année par année, mois par mois, voilà. Et je m'amuse de ça parce que comme c'est tellement précis, les petits, j'emmène où je veux, en fait. Et voilà. Ah, c'est l'avantage d'avoir construit un world building immense. Effectivement, tu sais où piocher, tu sais où aller chercher tes éléments pour pouvoir avancer dans ton intrigue ou modifier des petits trucs. C'est pas mal ça. Et donc, vas-y, raconte-nous l'histoire. L'histoire, en fait, c'est vraiment, comme j'ai dit, deux genres qui se mélangent. Deux genres qui sont très opposés, du policier et du fantastique, qui vont se mêler au fur et à mesure de la saga et vont commencer à vraiment se fusionner pour créer un genre que le lecteur commence à s'imprégner. Et donc, il faut imaginer le 6 mai 1981, dans un petit village au bord de la mer, brumeux, près du phare, etc., près des falaises en Bretagne, un menhir qui pousse en plein milieu du trottoir, qui va perturber, faut bien l'imaginer, la vie des habitants qui sont sur cette île, dans ce village, et en fait, on va commencer à sortir des secrets qui se terraient depuis très longtemps dans ce village, les manigances, les groupes d'amis qui sont pas vraiment amis dans ce village, des habitants un peu qui sont des peintures un peu de tous les sentiments, de toutes les horreurs aussi qu'on peut avoir, qui ont un passé très profond. Et une famille, la famille Ince, elle, va débarquer en 2017, va emménager en fin d'année dans ce village. Alors bien sûr, ça va perturber tous ces habitants qui voient de très mauvais œil l'arrivée de cette famille. Et du jour au lendemain, malheureusement, cette famille va disparaître. Les enfants vont disparaître, il va se passer des choses. Et cette famille, et surtout leurs deux enfants, donc c'est la famille Ince, va arriver sur une île. Et c'est une île que j'ai décidé de pas du tout mettre dans un monde parallèle, mais complètement située sur la Terre, en plein cœur du triangle des Bermudes. Une légende qu'on connaît bien et que j'ai voulu renouveler, imaginer une solution à cette intrigue qui repose sur des disparitions d'avions et de bateaux. Oui. Et cette île qui s'appelle l'île Ekvir est vraiment au cœur de l'intrigue. Le village comme l'île sont des personnages à part entière. Et cette île serait une des raisons de la disparition de ces bateaux et ces avions, parce qu'elle l'attaquerait grâce à des vagues de feu en pleine mer, ces avions, ces bateaux. Alors là, maintenant, démarre une aventure sur cette île où en fait le lecteur va découvrir tout un tas de nouveaux mystères. C'est un monde autour de l'hôtellerie de luxe, avec des concurrences d'hôtels, donc avec tout l'univers qui va avec. Et vous allez suivre cette famille qui va être en quête de vérité, qui va subir beaucoup de choses, beaucoup de secrets, beaucoup de trahisons tout au long de cette saga. Et derrière tout ça, il y a un mystère qui est ce fameux, le nom de la saga, qui est le mystère Crimor, qui va commencer vraiment à poser les questions. Enfin, on va se poser des questions, on va commencer à lier les choses. Et voilà, je peux aller plus loin. Je garde totalement la surprise de cet univers qui est assez vaste. Ce que je veux juste dire, c'est que le moindre petit objet, la moindre petite chose qui peut se passer quelque part dans un chapitre, peut-être que c'est important et que quelques tomes après, on va se rendre compte que en fait tout est expliqué dans un autre sens. Voilà, c'est vraiment pensé comme ça. Ok, donc il faut qu'on prenne des notes. Exactement. J'ai des lecteurs qui commencent à écrire à partir du tome 2, commencer à croiser les dates, les personnages, et ils m'envoient des listes de je pense que c'est ci, je pense que c'est ça. J'adore parce que c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que je les ai emmenés sur des pistes, mais pas du tout là où ils doivent aller. Mais du coup, ils se prennent au jeu. Et au-delà de ça, donc c'est pour ça que je considère que c'est une saga qui est aussi le lecteur est acteur en fait de sa lecture, parce que s'il fait attention aux choses et aux détails, il peut découvrir beaucoup de choses avant les personnages. Il y a peut-être une chose que j'ai pas dit, c'est que j'ai vraiment souhaité ne pas avoir un personnage principal.
Oui. Il y a une famille qu'on voit souvent, mais il y a une quinzaine de personnages principaux qui vont jouer les uns entre les autres, que le lecteur va suivre indépendamment de temps en temps, en flashback, etc. Et ça, c'est important. C'est une expérience qui permet que le livre, quand on le lit, on a l'impression aussi de regarder une série. Dans la vitesse des choses, dans l'angle, dans la manière dont on fait les choses. Et donc, ça m'a permis, que le lecteur connaisse toujours plus de choses que les personnages. Et donc, je reviendrai sur mes titres après, la couverture, on aura plein de choses à se raconter, mais ce qui va être important, c'est que toute ma saga repose sur la communication. C'est comment une information circule d'une personne à une autre. Vous, en tant que lecteur, vous savez tout. Vous savez, vous connaissez. Mais en fait, les personnages, eux, ils connaissent pas ces informations. Et vous savez que cette information, elle est essentielle et va provoquer des désastres et des choses, des bouleversements. Et c'est tout ça que vous suivez, en fait, au sein des tomes. C'est quand est-ce quand le personnage va l'apprendre, mais mon Dieu, je voudrais tellement lui dire. Voilà. C'est ça que je veux vraiment faire jouer, parce que la communication, l'information, elle est hyper importante, en fait. Ok, je note. Non, t'inquiète, t'as raison, tu exprimes tout ton sentiment sur le bouquin et c'est tout à fait à ton honneur. Et du coup, justement, comment ça... Tu l'as écrit en 2020, tu t'es remis, t'as remis tout à jour, tout droit, etc. Quand est-ce que t'as su que ton histoire était prête à être publiée et comment tu en es venu à décider de l'auto-publier? Alors, je l'ai terminé. Et je l'ai fait lire à 17 bêta-lecteurs. C'est beaucoup, wow. Oui, effectivement. Des gens que je connaissais bien, des gens que je connaissais moins, des gens qui n'avaient pas l'habitude de lire. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir avoir un avis. Et j'ai eu que les avis m'ont dit, mais Julien, vas-y. Lance-toi. Sors de ce cercle-là qui est aujourd'hui toi, tout nous, et propose-le aux gens. D'accord. Je savais dès le début que ça allait être compliqué. J'ai tenté quelques grandes maisons d'édition, etc. au tout début. Et les mêmes choses et les mêmes retours qu'on m'a dit, c'est « Mais monsieur, il y a longtemps, on publiait plein de sagas quand elles commençaient. Mais là, maintenant, on publie quand elles sont terminées. » Ce qui peut s'expliquer. Et donc, je me suis dit, oula, ah oui, alors là, je suis pas du tout prêt. J'en ai 5 à écrire. Enfin, il m'en reste 4 encore à écrire après celui-là. Et pour que les gens puissent comprendre l'ambition et ce que j'ai voulu créer, en fait, parce que c'est pas que avec le tome 1 qu'on se rend compte de ce que je veux créer. Ok, je vais le terminer. Je vais le faire moi-même parce que j'ai derrière, et on en parlera aussi, toute des idées, en fait, pour le faire vivre, cette saga, au-delà de la lecture, au-delà des livres, en créant des univers autour beaucoup plus étendu, et je vais le faire moi-même. Et je suis capable de le faire. Je vais apprendre, mais j'y vais. Et du coup, me voilà parti dans l'auto-édition pour lancer cette saga en me disant que, avec toujours en tête quelque chose, un moment, une autre seconde vie à cette saga qui quand ce sera terminé, pourra potentiellement vivre soit d'une maison, soit de ma propre maison, parce que c'est aussi des projets qui sont en tête, Et voilà, et je suis très content aujourd'hui, en ayant sorti 2 et bientôt le 3, d'avoir gardé cette indépendance qui me permet vraiment de faire ce que je veux. D'accord. De cette saga. Voilà. Ok, je comprends. Après, tu t'es lancé dans l'auto-édition. Ça a plutôt bien fonctionné, je pense, non? Parce que je t'ai déjà croisé, ou en tout cas j'ai vu que tu avais fait pas mal de salons. Et comment ça se passe justement? Le public, comment il reçoit tes présentations? Sur nous, ça a super bien marché, mais sur les autres? Alors c'est vrai que je fais beaucoup de salons. Une dizaine, 15 par an, des salons qui seront spécialisés ou non. Donc c'est pas les mêmes personnes qui viennent me voir. Salon fantastique, c'est plus simple. Les gens, c'est fantastique. On accroche. La difficulté, c'est d'accrocher les autres qui n'ont pas l'habitude de faire ça. J'ai la chance de réussir à capter les gens facilement. Je pense que quand je présente mon livre, on voit la passion aussi qui m'anime. Tout à fait. Et qui se partage aux gens. Et donc, quand les gens viennent, c'est pas juste pour regarder la couverture, c'est se rendre compte tout ce que j'ai voulu faire et la passion que je veux toute cette passion que je veux transmettre aussi. L'engouement.
voilà, l'engouement, etc. Et donc, les salons fonctionnent vraiment bien. J'ai très peu de personnes qui passent et qui ne repartent pas avec mon livre. Donc, et qui me donnent des retours ensuite, qui me contactent comme tu l'as fait, hein, de me dire mais franchement, il est où le tome 2, etc. Donc, ça fait plaisir. J'y croyais pas. Quand on démarre, on a toujours plein de doutes. Oui. Je me suis dit, voilà, j'ai sorti qu'un tome. Au début, c'était un peu plus compliqué avec un livre, hein, sur une table. Les gens ont paraît un peu, voilà, on a sorti un tome, voilà. Depuis que j'ai le deuxième et que maintenant je peux mettre le troisième bientôt, j'ai senti un réel engouement en fait. Les gens s'arrêtent vraiment et se disent, mais c'est quoi cette saga là, avec des objets qui brûlent sur la couverture? Non, mais et après j'ai décoré mon stand, j'ai rajouté des objets, j'ai fait, voilà. Maintenant il y a une vie sur mon stand. Que tu n'as pas encore vu parce que au salon Fantastique c'était pas encore tout à fait ça mon nouveau stand, mais voilà, et donc ça a pris et ça c'est le côté physique, ça veut dire que c'est vraiment ma communication qui est vraiment en direct auprès des futurs lecteurs. Et au-delà de ça, tout en étant indépendant, j'ai totalement créé une stratégie de communication en ligne. Le fameux site internet. Voilà. J'ai fait les réseaux. Instagram, en 2020, je n'avais pas Instagram. Hein. Je n'avais rien. J'avais juste Facebook, bon, pour les amis. Mais Instagram, moi, c'était... Mon premier post a été « Mon livre sort hein. ». Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas mal d'abonnés. J'ai pas mal de discussions avec mes lecteurs. Donc ça marche. Mais je me suis dit, c'est pas totalement que ça que je veux faire. Et là, me voilà parti dans une aventure de créer un site internet que je ne souhaitais pas, absolument pas être une vitrine, juste de mon livre, mais d'être vraiment tout un tas de documentation, en fait, pour accompagner la lecture. D'accord. Et donc, voilà une première page avec la présentation de mes livres. Et voilà après d'autres pages qui arrivent sur mes illustrations, mes croquis, mes lieux qui ont inspiré, mon lexique, l'abécédaire de plein de plantes que j'ai imaginées, qui grossit au fur et à mesure des tomes, parce que bien sûr, le site vit et se nourrit en même temps. Voilà, je gardais la surprise à chaque sortie. Et donc là, j'ai vu déjà des gens qui commençaient après la lecture et qui m'envoyaient en me disant « Mais je suis allé voir votre site, après, j'ai passé vachement de temps, c'était super, j'ai allé voir comment j'imaginais les choses, il y a des illustrations, c'est super. » Deuxième cran, parce que j'aime bien aller encore plus loin, je me suis associé du coup avec en partenariat avec des créateurs bretons qui travaillaient autour des menhirs, donc des graines de menhir, des sculptures de menhir avec une ébéniste dans le Morbihan. Et j'ai mis ça en publication, dans mon site internet, on peut voir un peu, voilà. Ça a alimenté, les gens se sont dit, mais en fait c'est hyper intéressant, vous êtes en train de créer un univers beaucoup plus large que juste votre livre, vous êtes en train d'aller chercher des gens, et ça, je me suis dit, mais c'est ça que je veux, parce qu'en fait, ces personnes-là me décorent mon stand, et moi, je communique sur mon livre quand on peut communiquer. Donc, c'est donnant-donnant. On a créé, ça me permet d'avoir de la communication locale, etc. Et ensuite, je me suis dit, mais non, c'est pas encore assez. On n'arrête pas. Et voilà, nous arriver sur le gros sujet qui m'a pris beaucoup de temps à préparer, qui a été le jeu La Quête. Oui, qui est toujours les énigmes. Voilà, je me suis dit, maintenant sortons de la lecture, faisons totalement une expérience. Et d'ailleurs, sur mon site, il y a une page qui s'appelle l'expérience, le mystère Grimoire, qui rassemble tout ça en fait, dont ce jeu, dont l'objectif était un peu fou à ce moment-là. C'était pour la sortie du tome 2, donc c'était fin 2022. C'est ça, exactement. Je ne sais même plus. C'était en 2022. Sortait ensuite, j'ai décidé de sortir un kit d'enquêteur qu'on peut toujours télécharger en ligne, hein, parce que le jeu est toujours disponible et vous pouvez toujours gagner des lots. Et donc, j'ai eu 700 inscrits qui sont arrivés et qui se sont lancés dans une aventure où chaque jour ou 2 jours, il y a une énigme qui tombait sur le site. Donc, ça apparaissait au fur et à mesure. D'accord. Donc, une énigme qui pouvait être une énigme en phrase, en graphique, en dessin, voilà. Et chaque énigme emmène vers un lieu précis en France. D'accord. On peut le faire depuis son siège devant son ordinateur. Et voyager. Mais je voulais que les gens voyagent en France. Et donc, chaque personne résolvait une énigme. Donc, il y en a 100 à résoudre. Et à un moment, je demandais à ces gens de déposer ces localisations sur une carte France. D'accord. Et tous les
25-50 énigmes, 25, j'ai donné des instructions en disant relier le point 3 avec le point 12, avec l'énigme 27, etc. Et au fur et à mesure du temps, une phrase s'inscrivait sur la France. D'accord. Cette phrase a été... est un indice sur la suite, donc je ne la donnerai pas, et également aussi le titre du tome 2. D'accord. Voilà. Et ça a bien fonctionné, les gens se sont bien marrés parce que je l'ai sorti avant Noël, donc les gens ont passé beaucoup de temps, j'ai eu pas mal de retours aussi, des gens qui ont dit c'est super, on l'a fait en famille, voilà. Alors il y a eu des pertes parce que les gens ont dit waouh c'est dur, donc j'ai mis des indices aussi, et ils continuent toujours d'ailleurs à persévérer, et ça a fonctionné. Et j'ai eu un nombre de ventes impressionnant qui a débouché 1-2 mois après de tous ces gens-là que j'avais embarqués dans cette aventure pour pouvoir lire. Voilà. Ah bah oui, parce que tu tu leur as permis en fait de s'immerger dans cette histoire et de vivre ça de l'intérieur. Donc forcément, ça donne envie de savoir ce qui va se passer. Et surtout, ce qui est super, c'est que maintenant j'ai des points en France. Enfin, j'ai ma carte et je peux changer l'ordre. Ça veut dire que je peux réécrire des nouvelles phrases pour ceux qui ont trouvé. Je peux leur faire passer des indices pour ceux qui veulent. C'est pour ça que mon jeu joue toujours, parce qu'en fait, je vais transmettre des indices grâce à ce jeu. D'accord. Et on en arrivera au tome 3 à la solution. On arrivera au tome 3, 4, 5, voilà, jusqu'au bout, mais je donnerai des indices en disant maintenant, reliez pas le 12 avec le 4, mais le 12 avec le 32. Et une nouvelle phrase va s'écrire sur la France. Ah, c'est assez génial. Le concept, donc les gens vont devoir quand même aller jusqu'au bout. Voilà. Bah, t'as bien raison. Et puis, je trouve que c'est une excellente idée. Et tu as fait un sacré travail, en fait, derrière. En plus du world building de ton histoire, t'as en plus créé les énigmes, les recherches qu'il y a derrière pour pouvoir avoir les réponses, les solutions, etc. Franchement, c'est génial comme travail. Et enfin, mais c'est un peu avant-première, mais je suis en conception d'un jeu de société sur la saga. Waouh, effectivement, félicitations. Je te souhaite plein de succès alors. Ouais, alors ça, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, c'est encore je pose des choses, mais c'est un jeu collaboratif contre les menhirs. Voilà. Juste à dire cool, ça. Ça va être très sympa, très escape game, énigme, jeu de plateau. Voilà. Ça va être quelque chose qui va permettre toujours de permettre au lecteur de découvrir la saga dans un autre angle, même quand ils lisent pas, et de pouvoir découvrir mon univers autrement. Voilà. Bah franchement, je te tire mon chapeau parce que c'est une idée géniale, autant pour la communication que le partage de ton histoire avec les autres et de cet univers que tu as en toi depuis tellement longtemps. Et justement, maintenant, si on en revient à toi en tant qu'auteur, est-ce que tu as des habitudes pour te mettre à écrire ou à faire tes recherches, ou est-ce que tu te lances comme ça dans ton écriture, ou est-ce que tu as besoin de choses pour t'aider? Alors, j'ai pas de routine. En fait, c'est quand l'inspiration vient, souvent le matin, tôt. J'ai pas de routine, j'ai beaucoup la musique, j'écoute beaucoup de musique de film qui me permettent d'imaginer l'action, les choses, la manière le rythme, etc. Et après, j'ai déjà mes pré-chapitres. En fait, j'ai une dizaine de lignes par chapitre qui sont déjà préécrits. Et avant, j'écrivais dans l'ordre, et maintenant, j'écris totalement dans le désordre. Oula. Parce que j'adore. J'adore, ce qui permet d'imaginer un truc et de pouvoir me dire mais attends, mais vu que j'ai placé ça là, mais je vais me permettre de mettre un truc bien avant qui va être un lien et qui va permettre de commencer à faire un rythme du livre encore plus prenante. Le tome 1, il s'appelle Initiation, c'est le début, mais déjà dans le tome 2, les lecteurs ont dit waouh, putain, la vache, c'est très c'est d'un rythme de film, de série qui va vite, etc. Et le 3, il est encore pire. Et c'est ce désordre qui m'a permis de faire ça. Ouais. D'accord. Et ça va le désordonné. Dans le chaos, tu t'y retrouves. Oui, alors si j'avais pas écrit la trame, non, je serais paumé. Mais là, en fait, j'ai plus besoin de me dire, oula, je sais pas où je vais, je suis perdu, etc. Je sais où je vais. D'accord. Maintenant, c'est dans quel ordre j'y vais. Ça, c'est moi qui décide, et j'adore vraiment me dire j'ai terminé ça, tiens, passons sur l'autre chose. Et l'avantage de cette saga, c'est qu'il y a 2 univers qui se mélangent, et ça me permet de jongler d'un à l'autre quand je veux. Et j'ai l'impression de voyager un peu en me disant tiens, je vais aller sur l'île, je vais aller dans le village, etc. Et je crée, comme ça.
ta trame comme ça, d'accord. Ouais. Bon, bah c'est cool. Et du coup, ton 3e tome, il va sortir en janvier, c'est ça? Exactement, autour du 20-25, je croise les doigts, mais autour du 20-25 janvier, voilà. D'accord. Et est-ce que tu as prévu du coup des salons pour l'année prochaine où tu vas pouvoir présenter tes trois tomes et ton site internet? Exactement. Alors j'en ai pas mal. J'ai des choses en Picardie, à Salouel, le 1er mars. J'ai le salon du Fantastique, bien sûr, en avril. J'ai le salon de Beauvais en avril aussi. Je suis à une dédicace. Je ne suis pas à un salon, mais là c'est une vraie dédicace dans une médiathèque à Crépy-en-Valois, dans l'Oise. D'accord. Je suis également aussi sur un salon sur Belle-Île-en-Mer, qui est l'île en Bretagne, qui m'a aussi inspiré, qui est aussi présente dans le livre à un moment. Du coup, voilà, j'atteins la Bretagne petit à petit. J'ai d'autres salons qui sont en confirmation. Je pense que je serai à une dizaine aussi cette année. Voilà. D'accord. Et là, tu es en train de finaliser ton 3e tome. Ils viendront le 4e et le 5e. Tu préfères rester dans cet univers pour le moment, ou est-ce que tu commences déjà à imaginer d'autres choses, d'autres projets ailleurs sur d'autres histoires, ou c'est encore trop tôt? Alors, on voit avec toutes mes idées, j'ai beaucoup d'idées. Oui. Et donc, je n'ai pas que ça, en effet, comme idée. J'ai aussi à côté un thriller que j'ai presque terminé, en fait, vraiment thriller pur, assez sombre, assez adulte, qui est en préparation, mais qui sortira à un moment venu. J'ai un livre jeunesse pour 8-9 ans. Autour de l'imaginaire d'un enfant et des problèmes d'adultes que peuvent imaginer un enfant, en fait, comment il imagine. J'ai un feel good autour de la magie, j'ai aussi un policier, et j'ai surtout l'après-Crimor. Parce que Crimor se terminera et ça sera fini, mais je réserve des belles surprises par la suite où je partirai dans du policier pur, des enquêtes très imaginées, dans le rythme que j'aime bien. Voilà, donc on ira sur du policier, mais avec un lien, et je ne dirai pas plus avec cette saga. Voilà. Gardons un peu de mystère, tu as bien raison. Exactement. Mais donc voilà, plein d'idées, plein de choses en préparation. Ouais. D'accord, j'imagine très bien. Et si maintenant tu devais nous donner un conseil de lecture ou d'écriture, ou les deux, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Déjà, je m'adresse à ceux qui écrivent ou qui sont en train d'écrire ou qui veulent écrire. C'est surtout de persévérer. C'est de garder toujours cette passion, de pas que ça devienne une contrainte, parce qu'on écrit pour nous-mêmes au début. Donc, j'ai juste déjà envie de dire à toutes ces personnes qui nous écoutent et qui veulent écrire, qui écrivent et qui n'arrivent pas à aller au bout, c'est persévérer. Vous allez y arriver. Déjà, c'est pour vous, et soyez fiers de l'avoir fait. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté écrire. Et le conseil, c'est vraiment cette persévérance, ne jamais douter. Voilà, on y va, et ça permet de libérer aussi pas mal de choses. Et pour ceux qui lisent, j'ai envie de dire, mon conseil, c'est aussi sortez des sentiers battus, sortez de ce que vous avez l'habitude de lire, parce que qu'est-ce que c'est fabuleux de lire d'autres choses, de découvrir d'autres genres qu'on peut pas aimer au début, et qui en fait, au fur et à mesure, voilà, on s'imprègne, on se dit mais qu'est-ce que j'aime bien. Et surtout aussi, ce que je conseillerais, c'est aux gens qui lisent de découvrir des auteurs comme moi aussi qui s'auto-publient, parce que j'ai découvert énormément d'univers totalement nouveaux qui sortent totalement des genres du marché qu'on retrouve assez régulièrement, des styles, et ça me permet vraiment de découvrir d'autres choses, et donc sortez des livres qu'on a l'habitude, et oser aller voir des livres un peu qui sortent de l'ordinaire, des auteurs un peu moins connus, voilà. T'as raison, tout à fait. Je serais la première à dire qu'il faut lire les auteurs auto-édités. Et alors, juste petit aparté, j'ai trouvé ton livre super bien écrit. Il y a pas de coquille, il y a pas de faute, il est super bien corrigé. T'as utilisé un correcteur professionnel, ou t'es doué en orthographe et en grammaire? C'est surtout une correctrice qui me suit depuis le 1er tome. D'accord. Qui m'accompagne, qui a corrigé les 3 tomes, qui en a vu de toutes les couleurs là, parce qu'il est gros, le dernier tome, mais qui a réussi avec moi à garder le style que je voulais, s'il y avait des choses à modifier, on s'est vraiment compris, c'est vraiment la meilleure personne qui pouvait me corriger. Et en tout cas, tu peux la féliciter, parce que franchement, j'ai été épatée
de voir à quel point il était parfait. Vraiment. Voilà. Liliane, si elle nous écoute, voilà, c'est ma correctrice qui me suit et qui sera prête qui a hâte d'ailleurs de lire les 2 derniers, parce que faut pas oublier qu'un correcteur est aussi un lecteur, donc voilà, c'est bien. J'imagine. Merci pour cette écriture qui s'améliore aussi, hein, au fur et à mesure aussi, ça grandit. On se permet d'écrire, de se donner des propres challenges à nous-mêmes quand on écrit. La fin du 2 en est un exemple, et un chapitre dans le 3 aussi. C'est des choses, je me suis dit, mais j'aurais jamais réussi à écrire ça il y a 3 ans, quoi. Voilà. Effectivement, c'est en écrivant qu'on écrit, ou on écrit en écrivant, comme tu veux. Mais je te félicite. Franchement, chapeau à toi pour ton écriture, ta plume, et à ta correctrice pour son travail, parce que franchement, j'ai rien à lui reprocher à ce niveau-là. Et pourtant, il y a des livres de certaines maisons d'édition que je ne citerai pas, où j'en ai vu des coquilles, et tu te dis, c'est une maison d'édition. Oui. Et tu es auto-édité et il n'y a pas de coquille. Donc, lancez-vous. Découvrez les histoires du mystère de Crimor. En tout cas, moi, perso, j'ai vraiment bien aimé le tome 1. Donc, je le conseille à tous de découvrir ton histoire s'ils ne te connaissent pas encore. Maintenant, si on veut te trouver, hormis sur le site internet dont on a parlé tout à l'heure, donc mystère-crimor.com, où est-ce qu'on peut te chercher pour découvrir un peu plus ton actualité ou être informé au jour le jour de ce que tu fais? Alors, le site internet, en effet, le cœur quand même. Hein, il y a une boutique en ligne. J'envoie dédicacer mes livres. C'est quand même le meilleur partage. Ensuite, si on veut me suivre, alors si on veut trouver mon livre ailleurs, il peut être dans certaines librairies avec qui je fais des partenariats. Il est commandable partout dans les librairies. Il est référencé partout. Donc, on peut le trouver chez Cultura, Fnac, etc. Et on peut suivre mes actualités sur les réseaux, sur Instagram, mais également s'abonner sur ma newsletter sur mon site internet, parce que j'envoie plein de surprises aussi. J'envoie des choses, des infos en avant-première, etc. Cool. Voilà. Donc, c'est toujours bien d'aller et de pas hésiter à visiter mon site de temps en temps, parce qu'il évolue, il y a des nouvelles choses. Voilà. Oui, parce que tu le nourris à chaque fois que tu écris un tome. J'attends la sortie du tome 3, et à partir du tome 3, je vais rajouter beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais pouvoir enfin... Ah bah oui, pour la suite. Donc j'ai hâte. J'imagine. Bon, si tu avais d'autres choses à nous partager, qu'est-ce que tu auras envie de nous dire encore? Il y a peut-être une chose, c'est que un livre aussi, alors il y a le résumé, donc, voilà, mais il y a la couverture qui est aussi très importante. Et de premier abord, ma couverture, elle est noire, il y a un bateau qui brûle, et voilà. Et c'est une couverture toutes mes couvertures ont été imaginées en fait pour être codées. Donc ça veut dire que codé. Okay. Et ça, tu ne le savais pas. Non. Je ne le savais pas. Sur ma couverture, déjà, il faut voir que je n'appelle pas tome 1, mais que je l'appelle combustion 1. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui brûle dans le livre à un moment, que le lecteur doit trouver ou trouve, ou c'est peut-être un peu aidé. Et cette combustion, c'est celle que je représente sur la couverture et qui explique beaucoup de choses. Maintenant, ce que je veux, c'est que le lecteur reste vraiment... Ils regardent cette couverture et qu'ils se disent, mais en fait, je comprends pourquoi j'ai un bateau en papier, pourquoi il brûle, pourquoi j'ai une ombre, dans l'eau, à quoi elle ressemble, c'est une forme un peu similaire à peut-être quelque chose, etc., etc. Et au fur et à mesure des tomes, la couverture s'éclaircit. Donc, elle est noire au début et elle va devenir de plus en plus rouge, enflammée, et des symboles vont apparaître, toujours codé. Le tome 2, il y a déjà des symboles. Le tome 3, c'est extraordinaire, le nombre de symboles qu'il y a caché derrière. Et il y a toujours un objet qui brûle et qui est toujours codé. Donc, on ne comprend pas quand on regarde la couverture, mais quand on finit le livre et qu'on se pose un petit peu, c'est pour ça que c'est bien de prendre des notes. Et j'oriente un peu sur cette combustion. On comprend pourquoi j'ai voulu faire ça. Okay. Et c'est 5 objets qui brûleront dans toute la saga. C'est une couverture qui va du coup s'éclaircir. Et donc, il y a énormément d'indices sur les couvertures. D'accord, il va falloir que je me concentre alors. Voilà. Et donc moi, je voulais juste dire ça, c'est que j'ai même pensé ça. C'est que une couverture est hyper importante et aujourd'hui, on a tendance à la voir et puis après on lit et puis on remet le livre. En fait, une couverture, elle a une vie aussi et je veux vraiment qu'elle fasse partie de l'histoire. Voilà. D'accord, ok. Je note que vraiment ton monde est complet de A jusqu'à Z, de la couverture au mot presque fin, puisque tu n'en es qu'au tome 3, mais
félicitations. Franchement, je suis ravie d'avoir découvert ton livre. Et j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite, vraiment. Je te remercie en tout cas pour toutes ces nombreuses énigmes et informations que tu viens de nous dévoiler, parce que du coup, ça donne encore plus envie de découvrir la suite. Donc, si c'est bon pour toi... Eh ben, c'est très bon pour moi. Ok, ça marche. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Julien d'avoir été mon invité. J'ai adoré, comme je te l'ai dit, le premier tome de ta série, Le Mystère Crémor, et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite. Et comme tu nous l'as bien dit pendant l'entretien, il y aura 5 tomes. Donc, encore plein de surprises qui nous attendent, donc vivement qu'ils arrivent. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver Julien sur sa page Instagram @juliendestré_8 ou résoudre les centaines d'énigmes sur son site internet mystère-crémor.com. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.